All right. Il en reste quelques-uns qui n'ont pas terminé, mais c'est pas grave. Donc, merci à tout le monde d'avoir rempli l'évaluation d'enseignement. Mais en fait, je suis curieux de voir de quoi. Si je vais ici. Ah, 62, c'est bon. Vous avez passé. Je passe. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont répondu. Moi, je vise 80, fait qu'il m'en manque quelques-uns. Êtes-vous 21 ici? Vous êtes 24, là. Il y a 3 personnes qui n'ont pas fini encore, là. C'est correct. Vous finirez bientôt. Donc, aujourd'hui, on voit le travail multi-projet. Donc, on va faire une mini-révision sur le dernier cours, puis après ça, on va embarquer dans le multi-projet. Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu au dernier cours? Qu'est-ce qu'on a vu au dernier cours? En fait, tiens, non. Je ne vous pose pas la question tout de suite. Je vais vous faire les exercices en partant. Donc, pas de révision, direct. On va voir si vous avez compris. Donc, petit exercice de révision. Vous avez ce graphique avec des acronymes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous devez évaluer, est-ce que le projet est dans l'échéancier, dans les temps, en retard ou en avance? En termes de budget, est-ce qu'il est sur le budget prévu, en dépassement de budget ou en dessous du budget prévu? Puis, quelle serait la valeur du SPI pour ce graphique? Est-ce que ce serait plus grand que 1, égal à 1 ou plus petit que 1? Donc, enlevez tous vos petits post-it, faites l'exercice. Quand vous avez fini, remettez votre petit post-it. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est un gros party de post-it. Voulez-vous que je vous mette la musique d'ascenseur? Oui. Qui vote pour la musique d'ascenseur? Autre chose que nous Qui vote contre? Qui veut une autre musique? Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Petit jazz. Donc, on va faire un petit bout. Ah oui, la petite musique. Fade out. Boom. Coup sec, pas de fade out. Donc, BCWS, ça veut dire quoi? Ouais, puis Plan Value, oui, excellent. C'est quoi l'acronyme déjà? Ouais, non, mais BCWS, ça veut dire quoi? Budgeted Cost of Work Schedule. Fait que c'est le coût budgété, donc c'est le baseline, of Work Schedule, donc à ce qui était planifié. BCWP, ça veut dire quoi? Budgeted Cost of Work, pas plan, mais performed. C'est le coût qui est vraiment performé. En français, c'est coût budgété des travaux exécutés. C'est ce qui a vraiment été fait. Puis ça correspond à quoi dans nos petits acronymes plus faciles? Earn Value. Et le ACWP correspond à quoi? Actual Cost of Work Performed. Donc, c'est les coûts réels des travaux exécutés. Donc, c'est combien ça nous a vraiment coûté pour se rendre où on est rendu présentement. Donc, en termes d'échéancier, quand on veut regarder l'échéancier, qu'est-ce qu'on veut comparer? Earn Value versus... J'ai entendu Plan Value, puis j'ai entendu Actual. Quand on parle d'échéancier, on va regarder avec le PV, puis quand on regarde le budget, là, on va regarder le Actual Cost. Puis notre point de départ, c'est toujours le Earn Value. Fait que si on regarde l'échéancier à la date actuelle, j'aurais aimé ça être rendu là, et je suis présentement ici. Est-ce que je suis content ou pas content? Pas content. On est en retard sur notre échéancier. Et si on regarde l'argent, donc on a dit qu'on comparait Earn Value avec Actual Cost. Mon projet présentement, il vaut ça et il m'a coûté ça. On est content ou pas content? On est content, là. Parce que notre projet, il vaut plus que comment il nous a coûté. C'est
comme si on avait fait 4 km de piste cyclable, puis ça nous avait coûté le prix de 3 normalement. Fait qu'on a plus pour notre argent, donc on est content. Donc on est sur le budget, en dépassement ou sous le budget? En dessous. On est en dessous du budget prévu. Puis quand on dit budget prévu, là, il ne faut pas comparer avec ça. Ça, c'est le cash flow. Combien qu'on aurait été supposé d'avoir dépensé pour être rendu à ce même endroit-là. Alors que quand on regarde au niveau du budget, ce qu'on veut voir, c'est pas la notion de cash flow, c'est mon projet, combien il vaut présentement, est-ce que j'en ai pour mon argent? Est-ce qu'il m'a coûté plus cher par rapport à où je suis maintenant et non par rapport à mon cash flow, combien j'avais prévu dépenser? Ça, c'est vraiment juste l'aspect échéancier que je vais le regarder. Quelle serait la valeur du SPI pour ce graphique? Ça veut dire quoi, SPI? EV sur PV, oui, c'est bien la formule. Qu'est-ce que ça veut dire, SPI? S pour Schedule Performance Index. Donc, c'est un indice de performance de l'échéancier, de la schedule. Comme on veut regarder l'échéancier, on va regarder EV et PV. Puis comme on est dans un index de performance, on va mettre la division entre les deux, comme nous l'a dit Bruno. Donc, dans ce cas-ci, on peut soit compter vraiment le nombre de lignes ou y aller à peu près. Je peux dire en haut, par exemple, c'est plus gros qu'en bas. Donc, je pourrais dire, par exemple, que je serais à 11 sur 10 pour faire un chiffre rond, même si ce n'est pas exactement les valeurs, juste pour me donner une idée. Ça me donnerait combien de SPI? 1.1, dans ce cas-ci, si je prends ces chiffres-là. Donc, je serais plus grand que 1. Donc, la réponse est ici. Et... oui, excuse, PV est là. Ouais, excuse, j'ai pas pris le... je voulais voir si vous suiviez. Donc, c'est pas les bonnes valeurs, je comparais le actual cost. Ouais, merci, je vais l'enlever. Donc, maintenant que vous suivez bien, on pourrait dire qu'on est rendu, par exemple, à 7 sur 10, parce que EV est ici, PV est là. Je mets des chiffres à peu près, puis vous avez vu, là, j'ai volontairement choisi 10 parce que je suis paresseux, puis j'aime pas ça diviser par des chiffres bizarres. Ça me ferait combien? 0.7. Donc, je suis en dessous et non au-dessus. Je suis en dessous de 1. Ce que j'ai fait tantôt, dans le fond, c'était le CPI. Lui, ça serait, par exemple, 11 sur 10. Je serais plus grand que 1 et je serais content au niveau de mon coût. Puis c'est ce qu'il y avait ici tantôt aussi. Donc, vous pouvez compter le nombre de points puis vraiment donner le chiffre exact pour le calculer. Mais si vous êtes à l'examen et vous n'avez pas le goût de compter, vous pouvez juste vous dire, OK, celui d'en haut, il est plus petit que celui d'en bas. Donc, je vais mettre n'importe quel chiffre, tant que celui d'en haut est plus petit que celui d'en bas. À ce moment-là, ça va me donner la bonne réponse. Est-ce que c'est au-dessus de 0 ou en dessous de... au-dessus de 1 ou en dessous de 1? Ça va? Fait que PV correspond à quoi déjà? Plan value, puis dans vos mots, ça veut dire quoi? Oui, mais encore. Ça correspond au cumulatif du baseline cost, puis à une date donnée, ça veut dire quoi? Travaux planifiés, mais tu sais, si on vous demande que veut dire plan value, puis vous répondez valeur planifiée, c'est combien mon projet est supposé avoir avancé à une date donnée. Combien mon projet est supposé valoir à une date donnée. C'est quoi la progression que je suis supposé d'avoir eue à cette date-là. Si je vendais ma piste cyclable à cette date-là, je serais supposé d'être capable de la vendre combien? Ce serait quoi mon avancement de projet à cette date-là? Le EV, c'est le earn value, ça correspond à quoi? Combien il vaut vraiment à cette date-ci? Donc, j'avais une piste cyclable. Dans ma tête, ma piste cyclable, elle valait 100 000 $. J'en ai fait la moitié. Donc, elle vaut la moitié de 100 000. Peu importe combien elle m'a coûté vraiment. Ça, c'est l'autre champ d'après. L'actual cost, c'est pour me rendre où je suis rendu,
combien ça m'a coûté réellement pour me rendre là. Ce n'est pas nécessairement ce qui était prévu en termes ni d'échéancier, ni en termes de coût d'avancement. Ma piste cyclable est supposée valoir 40 000 parce que j'ai 4 km de fait, mais ça m'a juste coûté 30 000 pour la faire. Je ne vais pas chialer, au contraire, je suis content. Dans le fond, elle vaut plus cher que ce qu'elle m'a coûté. Fait que le earn value, c'est vraiment c'est quoi la valeur de ce que j'ai entre les mains en termes d'avancement. Puis cette valeur-là est déterminée par, quand j'ai parti le projet au début, mon budget at completion, c'est ça que mon projet vaut. Fait que quand j'en ai fait la moitié, bien, c'est quoi la moitié de ça? Puis c'est ça qui est supposé valoir mon projet à ce moment-là. C'est bon? Questions? Est-ce qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs? Il y a beaucoup de questions à l'examen là-dessus, donc si vous ne comprenez pas, c'est bien de réviser et de poser des questions. On va faire une deuxième. Donc, exercice 11.1. Commenter la performance globale de ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce projet-là? On va le faire ensemble. Là, donc là j'ai un beau tableau, j'ai plein de chiffres. Je veux savoir commenter quelque chose. Ben ouais, hein. Les phases qu'on va mettre sur le projet total, ça donne un pourcentage. On peut. Quand on dit commenter la performance globale, c'est quoi les deux axes de performance qu'on a vus dans nos indicateurs puis la semaine passée? Le SPI qui correspond à l'échéancier et l'autre, vous avez répondu en termes de coût. Où est-ce qu'on en est? Donc, supposons qu'on veut commenter l'échéancier. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on veut regarder? Donc, si je regarde mon SPI, on a 0,97 à la fin pour mon échéancier. Je regarde dans le fond mon plan value. Mon projet serait supposé valoir en ce moment 56 800. Et pour de vrai, il vaut combien? 55 000. Donc, il vaut moins que ce qui est supposé valoir. En termes d'avancement, je suis moins avancé que ce que j'aimerais. Donc, est-ce que je suis content ou pas content? Pas content. Puis, en termes un petit peu plus clean que pas content, on dirait qu'on est en retard sur l'échéancier. Et en termes d'argent, qu'est-ce que je veux regarder? Je peux regarder mon CPI. Il est ici à 0,97. Si mon projet allait pile poil comme prévu, il égalerait combien? 1. Là, je suis en dessous de 1. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon? J'ai moins dépensé. Si on regarde dans le fond, mon projet présentement, il vaut ça. Et pour me rendre là, ça m'a coûté ça. Est-ce que je suis content ou pas content? Pas content non plus parce que il coûte plus cher que ce qu'il vaut. J'ai comme fait mon 4 km de piste cyclable, mais au lieu de me coûter 40 000 pour 4 km, ça m'a coûté 41 000 par exemple. Ça m'a coûté un petit peu plus cher que ce que ma piste cyclable elle vaut présentement. Donc mon CPI, quand il est plus petit que 1, ben en effet, ça veut dire que je ne suis pas content. Donc, ça veut dire qu'en termes d'échéancier, on dirait quoi? On est pas en échéancier, excusez, en budget. En dépassement, exact. Ou en déficit, c'est bon aussi, là. Excellent. Donc, honnêtement, c'est pas mal ces deux indicateurs-là qu'on va vouloir regarder quand on parle de performance globale. Puis on peut utiliser justement nos fameuses valeurs pour se remettre un peu l'équivalent des points sur la courbe et être capable de faire l'interprétation. Même chose, on nous dit qu'est-ce qu'on peut dire quant à la performance de la tâche Develop Prototype. Donc, premièrement, elle est où cette tâche-là? Quatrième ligne, 1, 2, 3, 4, donc ici. Task 1, Develop Prototype. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-là? Donc, en termes d'échéancier, elle était supposée d'être finie, puis elle est finie présentement, donc à la limite, on est quand même content. Est-ce qu'on est capable de savoir si on a fini d'avance ou en retard?
Non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, il n'y a pas rien. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, la tâche est supposée d'être finie, puis maintenant, elle est finie. Par contre, ça se peut que j'étais supposé la finir il y a un mois, puis je l'ai finie hier. Fait que mon SPI est égal à 1. À ce moment-ci, ma tâche est supposée valoir 16 000, elle vaut 16 000. Yeah! Sauf qu'en même temps, je ne sais pas si est-ce que je l'ai fini en avance ou en retard par rapport à la date d'aujourd'hui. Une fois que la tâche est terminée, son SPI est toujours égal à 1. La valeur de la tâche, elle vaut toujours la même valeur qui était planifiée au début. Je ne suis pas capable de dire si je l'ai fini en avant ou en retard. Ce que je peux dire, c'est que j'étais supposé l'avoir fini aujourd'hui, puis bien aujourd'hui est terminé. Est-ce que j'ai fini un mois en retard ou un mois d'avance, je ne sais pas, mais j'étais supposé avoir fini, puis j'ai fini. Fait que ça, c'est en termes d'échéancier. Et en termes de coût, exact. Donc, elle vaut présentement 16 000, alors qu'elle m'a coûté réellement 14 400. Donc, en termes de coût, là, je suis content pour celle-là. Puis, c'est reflété aussi ici dans mon CPI, qui est plus grand que 1. Donc, ça veut dire qu'elle a généré plus de valeur que ce qu'elle vaut, comme dit Jean-Michel. Cool. C'est tout? Question? Un exemple de générer plus de valeur? J'ai fait mon 4 km de piste cyclable. Normalement, en théorie, ça vaut 40 000 cette piste cyclable-là, si je la vends. Mais j'ai tellement été performant qu'elle m'a coûté juste 30 000. Je suis comme capable de la vendre plus cher que ce que je l'ai payé. Mais la valeur, dans les indicateurs de performance, on traduit tout en valeur, mais dans les faits, peut-être que je n'ai pas de bénéfice de ça parce que je ne vais pas la vendre, la piste cyclable. Je vais l'utiliser. Si je vais faire un voyage pour un organisme à but non lucratif pour aller construire des écoles en Afrique, par exemple, bien, je n'aurai pas de bénéfice, je n'aurai pas de revenus de ça. Par contre, quand je fais le produit, j'ai des bénéfices non monétaires. Dans le fond, je veux aller éduquer des gens, puis je suis prêt à investir, par exemple, 100 000 pour aller construire mon école là-bas. Puis si je suis capable de construire l'école à 80 000, mais ça veut dire que ce que j'étais prêt à mettre pour aller chercher les bénéfices avec ce projet-là, bien, je suis rentré dans mon argent. Ça m'a coûté moins cher que ce que ça vaut dans ma tête. Quand j'ai dit oui au projet, je pensais que ça valait 100 000. Ça m'a juste coûté 80 puis en théorie, je vais générer les mêmes bénéfices que si ça m'avait coûté 100 000. Puis le même effet inverse aussi, là, peut-être que ça va me coûter 110 000. Ça veut dire que dans le fond, ce projet-là, quand j'ai dit go, j'étais prêt à mettre 100 000 pour aller chercher les bénéfices. À 110, est-ce que j'aurais quand même dit oui? C'est une autre question qu'on peut se poser. C'est pour ça qu'on parle de performance financière aussi. Ça va? Pas de questions? Si jamais vous en avez, faites les exercices, pratiquez-vous, là, parce que l'exercice, je vous l'ai mis au début, là, puis il y avait pas mal de questions. À l'examen, il y en a plusieurs là-dessus. Là, fait qu'assurez-vous là, de l'avoir pratiqué et d'être capable de bien maîtriser là, ce genre d'éléments-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les vues et le projet maître. Donc, dans le fond, on a travaillé depuis le début de la session en mode un fichier project, une série de tâches, une série de ressources pour le même projet. Par contre, il y a peut-être des cas où c'est pas si simple que ça. Il y a peut-être des cas différents. Puis dans le fond, avant de vous donner réponse, je vais vous faire parler un peu. Fait que pourquoi est-ce que vous pensez qu'on voudrait travailler en mode multiprojet? Bien, premièrement, ça veut dire quoi, d'après vous, multiprojet? J'ai plusieurs projets dans un. Donc, en termes techniques, Microsoft Project, ça voudrait dire quoi? J'ai plusieurs fichiers MS Project qui peuvent travailler de façon interconnectée entre eux. Donc, en gros, c'est ça. Dans quelle situation est-ce que ça peut être bénéfique de fonctionner comme ça? En construction. En construction, pourquoi? Mettons qu'on construit vraiment quelque chose de gros, puis qu'on sépare comme en petits projets. Par exemple, toi, tu fais les toilettes, puis moi, je fais genre le gym, moi, je fais peu importe. Ben, c'est des petits projets que, tu sais, à la toute fin, sont interreliés parce que faut qu'un ait fini pour que l'autre puisse passer le fil, etc. Exact. Donc, si on a un projet très complexe, ce ne sera pas long.
très complexe, puis qu'on veut le séparer en plus petits projets plus simples pour pouvoir gérer les parties individuellement. Oui, en effet. Ben, moi, Caroline? je pensais surtout dans une compagnie qui a plusieurs projets, mais que les ressources, ils passent de projet à projet. Peut-être c'est intéressant d'avoir ça. Oui, en effet, ça c'est un cas même, un des cas assez fréquents. On a plusieurs projets qui ont peut-être des liens entre eux ou peut-être qu'ils n'ont même pas aucun lien entre eux. Par contre, même s'ils n'ont aucun lien entre eux, on utilise les mêmes ressources. Donc, quand on regarde la surutilisation des ressources, par exemple, comme on a vu au cours avant l'intra, peut-être qu'on veut voir, OK, sur mon projet, il est correct, mais si je mets tous les projets ensemble, est-ce que Jonathan est capable de livrer ce qui est supposé? Ou si j'accumule tout le travail de ces 3 projets qu'il fait en même temps, est-ce qu'il va être en surutilisation? Donc, à ce moment-là, on va utiliser un fichier project pour être ce qu'on appelle le pool de ressources, puis on va le lier avec les différents projets sur lesquels il travaille pour avoir une vue consolidée de c'est quoi toutes les assignations que Jonathan et tout notre pool de ressources a présentement. Excellent. D'autres cas? Quand il y a un bureau de projet, Quand il y a un bureau de projet, pourquoi est-ce que c'est pertinent qu'il pourrait regarder chacun des fichiers individuellement? il peut voir l'ensemble de tout le projet, on s'en parle. Exact. Donc, si on a un bureau de projet, par exemple, on peut regrouper tous les projets dans un projet maître, un peu comme écrit dans les acétates, un master plan en anglais, ou un projet maître, dans lequel on va être capable de voir notre portfolio complet de projets. Fait que peut-être que dans notre portefeuille de projets, on a 15, 20, 60 projets. C'est sûr qu'à plus que 40, je vous dirais que vous êtes peut-être mieux d'aller avec une solution comme Project Server, mais ça marche quand même là, en mode fichier avec Project comme on le voit aujourd'hui. Donc, quand on a plusieurs projets, si on veut une vue consolidée de tous les projets qui sont en cours, où sont les dates, qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, on peut se créer un fichier maître project dans lequel on va lier chacun des plans de projet. Puis à ce moment-là, on est capable d'avoir une vue globale, comme disait la dame, de où sont nos projets présentement. D'autres idées? Vous avez nommé les 3 principales, dans le fond, là. On veut donc faciliter le découpage du projet en projets multiples pour améliorer la clarté, etc. Ou on peut aussi vouloir synthétiser un projet dans un seul fichier, comme avec l'exemple du bureau de projet. Puis le pool de ressources, je ne sais plus il est où, là, il n'est pas là-dedans non plus. Puis pourquoi est-ce qu'on voudrait, au lieu d'avoir un gros fichier project, dans l'exemple par exemple d'Isabelle, pourquoi au lieu d'avoir juste un gros fichier project, on voudrait séparer vraiment avec des fichiers séparés? Pourquoi pas tous les mettre dans le même puis avoir un gros fichier project? Juste quand on va faire pas la mise à jour, mais quand on rencontre par exemple le chargé sur le plancher, tu veux pas, pas tu veux pas, mais c'est pas pertinent de savoir où est-ce que l'autre nécessairement toutes ces petites tâches. On pourrait prendre des filtres à ce moment-là pour filtrer ça aussi. Là. Pour avoir le contrôle. Le contrôle sur quoi? T'es pas loin. Les coûts, ça pourrait aussi. Finalement, s'il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent rentrer dans le chiffre, qui peut le faire. Exact. Donc, si on a un fichier project, qu'on a un gros projet, puis toutes vos réponses vont rejoindre un peu ça, c'est si j'ai un gros fichier project, là, j'ai tout à coup un responsable pour chacun des sections, puis j'ai un chargé de projet, par exemple, pour des parties de projet différents. Mais si j'ai juste un fichier, puis qu'on est 6 chargés de projet sur ce gros projet-là, bien, au niveau des privilèges, on va le voir tantôt, au niveau des privilèges du fichier, il y a juste une personne qui peut rentrer dedans et l'éditer en même temps. Versus, si je le sépare en fichiers séparés, mais chaque chargé de projet peut avoir son projet, son plan, mettre à jour ses affaires, s'occuper de son plan de projet. Puis le directeur de projet ou le méga gestionnaire, peu importe comment vous l'appelez, lui peut avoir un fichier maître, puis il va intégrer les sous-projets, puis il est capable d'avoir un lien dynamique. Fait qu'à ce moment-là, quand Isabelle, par exemple, elle met à jour son fichier sur les toilettes, j'ai bien choisi mon exemple, je vais pouvoir, moi, dans mon master plan, voir les mises à jour qu'elle fait et vice-versa. Je pourrais aussi rajouter des liaisons avec d'autres projets, donc la salle de bain, par exemple, de Jean. Puis à ce moment-là, elle les verrait aussi dans son plan. En gros, c'est pas mal ça. Comment ça fonctionne dans Project? Ben, dans le fond, on va... c'est des longues phrases.
En gros, on va avoir un master plan, un projet maître, juste en termes de vocabulaire, puis on va avoir ce qu'on appelle après des sous-projets. Dans project, en anglais, là, c'est sub-project. Donc, on va insérer des sous-projets à l'intérieur d'un projet maître. On peut avoir autant de niveaux qu'on veut. Je pourrais avoir le projet 1, puis après ça, avoir le projet 1.1, puis à l'intérieur d'insérer un autre projet. Il n'y a pas vraiment de limite sur le niveau qu'on veut aller. Idéalement, on ne veut pas garder ça trop compliqué. Là, fait que je vous dirais que la plupart du temps, ça va être un niveau. Là, un projet maître avec des sous-projets. Il n'y aura pas 56 000 niveaux. À la limite, il pourrait y avoir peut-être 2 niveaux, mais généralement, on va garder ça là, à juste un niveau. Il y a deux, on va le voir bientôt, je vais en parler tout de suite, on est là. Il y a 2 façons de faire les fichiers, soit de façon statique ou de façon dynamique. Donc, quand on insère un sous-projet, si on l'insère de façon statique, ce que ça fait, c'est que ça prend, un peu comme quand on sauve notre baseline, ça prend une photo de ce projet-là, ça copie toutes les tâches, toutes les ressources, toutes les informations d'assignation, tous les réels, tout ce qu'on a mis dans ce fichier-là au moment où on l'insère, ça le copie dans notre fichier maître. Puis après ça, il n'y a plus de lien entre les deux. Si Isabelle a mis à jour son projet de salle de bain, moi, j'ai la vue que j'ai prise au moment où j'ai fait mon insertion, puis il n'y a pas de changement qui est fait dans les deux côtés. Ça, c'est la vue statique. Puis la vue dynamique, à ce moment-là, les 2 fichiers MS Project sont liés. Quand je fais une modification d'un côté ou de l'autre côté, c'est reflété de l'autre côté également. Pourquoi on voudrait une vue statique, vous pensez? Le client. Pour le client, on lui donne une copie du fichier statique sans qu'il y ait des mises à jour? Non, mais pourquoi qu'il aille jouer dedans dans les tâches? Pourrait. Ça pourrait être ça, oui, en effet. Sinon? Juste pour avoir une vision au moment donné du projet. Exact. Donc, on parlait tantôt de bureau de projet. Supposons qu'on veut avoir une photo un peu de notre projet à une date donnée de quoi ça a l'air. On pourrait insérer tous les sous-projets qu'on a de façon statique dans un projet maître pour prendre une photo un peu de OK, le 8 décembre, voici de quoi ça avait l'air. Puis à ce moment-là, les gens peuvent faire leur truc. Puis nous, à la limite aussi, dans notre copie statique, on pourrait faire des analyses, des scénarios, sans que ça impacte le projet des chargés de projet qui, dans le fond, sont dans leur plan. Là. Moi, au niveau du bureau de projet, je peux m'amuser à jouer à des scénarios sans briser ou sans mettre à jour le plan des ressources des chargés de projet qui sont en charge de leur truc. Excellent. Donc, moi, j'aime pas tellement ça, là, faire des acétates, donc on va rentrer dans le project bientôt. Juste avant qu'on rentre, donc ce qu'on veut essayer de faire, dans le fond, il y a 3 types de fichiers qu'on peut avoir. On peut avoir les projets individuels qui sont là, qui sont des fichiers de projet qui sont soit liés ensemble ou pas. On peut se créer un master plan, qui est ici, qui peut être soit un fichier de portfolio qui comprend plein de projets qui ont un lien entre eux, ou ça peut être un programme, par exemple, à l'intérieur duquel on a des sous-projets qui ont des liens entre eux. Donc ça va être ce qu'on appelle notre master plan. Ici, ça, c'est juste nos projets. Ces projets-là, on peut les lier à un pool de ressources, qui serait un autre fichier MS Project séparé. Puis idéalement, la bonne pratique veut que dans notre pool de ressources, on ne mette pas de tâches. On ait vraiment juste des ressources, puis il n'y ait pas de tâches associées à ce projet-là. C'est vraiment un fichier project dans lequel il n'y a pas de tâches, il n'y a pas d'assignation. On met juste les ressources, puis les autres projets vont venir se connecter sur ce pool de ressources-là, comme on va faire dans l'exercice bientôt. Et je pourrais avoir ici, comme je disais tantôt, ça pourrait être mon programme, par exemple. Et je pourrais aussi insérer ça dans un portfolio, qui est un autre type, entre guillemets, de fichier programme, pour lequel j'aurais tous mes fichiers, puis je pourrais même mettre mon programme au complet dedans, pour avoir la liste complète de mes éléments. Donc nous, on va faire un petit exercice qui est celui-là. C'est un exercice assez simple, je vais vous démontrer un peu les fonctionnalités de Project au fur et à mesure. Ce qu'on a dans le fond, on a un calendrier avec des informations, puis je vais revenir sur les calendriers tantôt. On a une série de ressources, assez basic, ressource 1 à ressource 4. Et on a un fichier, un projet dans le fond qui comprend 3 lots. Le lot A, ou le lot 1, le lot B et le lot C.
on pourrait, puis en fait, dans l'exercice, on vous demande de tout faire ça dans un même fichier project, comme si on avait un projet, un programme, puis qu'on avait tout mis dans le même fichier. Puis le résultat de ça, c'est le fichier que vous avez dans zone cours qui s'appelle Project Act 1, 2, 3 Simple Start. Donc ça, c'est le projet en question avec les 3 lots. Donc les activités 1, 2 et 3 qui sont dans le fond le lot, moi je vais appeler ça plus le lot A, le lot B et le lot C. Il y a des ressources assignées. Au lieu de les appeler RSC, c'est R1, R2, mais bon, ça revient au même. Et toute l'information est là. Ce qu'on va faire, dans le fond, dans l'exercice, on va faire un peu ce qu'il y a sur l'acétate que je vous ai montré. On va créer des fichiers séparés. Un fichier pour ce projet-là, un fichier pour ce projet-là et un fichier pour ce projet-là. Ça va nous faire 3 fichiers pour chacun des sous-projets. On va se créer un fichier pour le master plan, donc avec le projet ABC. Puis, on va finir par se créer aussi un 5e fichier pour le pôle de ressources. On va y aller vraiment par étapes. Donc, pour commencer, ça je viens d'en parler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos 3 fichiers avec chacun des livrables à l'intérieur. Donc, je vais vous le faire en démo, puis après ça, vous pourrez le faire vous-même, puis après ça, quand vous aurez fini, on pourra continuer. Donc, ce que je fais, je viens copier la ligne au complet pour la ligne 3 à 6. Je peux faire CTRL-C dans Project. Puis en copiant la ligne au complet, mais il ne copie pas seulement les valeurs ici au niveau des activités, mais il copie toutes les informations, incluant la durée, le work, le cost, ce que je vois à l'écran, mais même ce qui n'est pas à l'écran. Toutes les données en arrière-plan par rapport à ça. Je vais aller dans File, New, Blank Project. On va garder ça simple. Dans l'exercice, là, je pense, je ne sais plus quelle date, là. On va ignorer les dates pour nous. On va prendre notre calendrier LGP, puis on va commencer à la date d'aujourd'hui. On va faire OK. Et je vais venir faire CTRL-V ici. Puis vous voyez qu'il a copié les activités, les durées. Il n'a pas copié les dates, parce qu'il commence aujourd'hui, mais il a copié aussi les assignations avec les ressources. Donc, je vais venir faire File, Save As, et je vais le sauvegarder sur mon bureau. Petite note importante, quand je fonctionne en multiprojet, il fait des liens entre les fichiers. Donc, idéalement, si on veut se garder la vie simple, on va tous mettre les fichiers à la même place sur notre ordinateur. Puis si jamais on veut les déplacer, on va tous prendre les fichiers ensemble et les déplacer dans un autre répertoire. Comme ça, il ne perdra pas le lien avec les autres. Si je mets un fichier sur mon bureau, puis un dans My Document, puis un ailleurs, à ce moment-là, le chemin d'accès pour le fichier, pour faire les liens entre eux autres, si je prends mes fichiers et je les envoie à quelqu'un d'autre, il va perdre les liens. Versus si je les garde dans le même répertoire, je les donne à quelqu'un d'autre, tant qu'ils sont capables de trouver au même niveau ses frères et sœurs, il va être capable de se brancher avec. Donc, j'ai fait mon Save As. Là, j'ai oublié par contre de me donner un nom qui est significatif. Donc, je vais appeler celui-là lot A. Donc là, il est sauvegardé. Je vais venir faire la même chose avec mon lot B. CTRL-C. Créer un nouveau projet, le sauvegarder à la même place, puis l'appeler lot B celui-là, puis même chose avec le lot C. Donc, faites ça. Avez-vous des questions avant qu'on commence? Donc, faites les 3 fichiers project, sauvegardez-les sur votre bureau ou peu importe où vous voulez les mettre, là, un répertoire que vous savez où sur votre ordinateur, mettez tous les fichiers à la même place, puis une fois que vous avez sauvegardé lot A, lot B et lot C, juste à mettre votre petit sticker vert pour me dire que vous avez fini. Je vais le faire en même temps que vous aussi. File, New, Blank Project. Je prends le fichier LGP. Je colle mes activités B. Save As. À la même place que les autres sur le bureau. Et lui, je vais l'appeler lot B. Project. La date de départ du projet, nous on fait tout à la date d'aujourd'hui. Oui. Mais normalement, est-ce qu'on fait juste à la date d'aujourd'hui ou on met une
Ben, si je connais la date de début du projet, je vais mettre la vraie date de début du projet, là. Juste pour simplifier pour aujourd'hui, comme on a fait dans la première partie du cours, là. Si je sais que je vais commencer plus tard, ben, je mets la date à laquelle je pense commencer. C'est du cas par cas, là. As-tu inclus le lot en haut ou même pas? Non, j'ai juste pris les activités à l'intérieur du lot. Vous allez voir pourquoi quand on continue. Et j'ai pas pris la tâche, le lot acte 3, par exemple. Là, je prends juste C1, C2, C3. Si vous l'avez inclus, c'est pas la fin du monde, sauf que vous n'aurez pas exactement le même résultat que moi. Si vous avez besoin d'un coup de main, faites-nous signe. Là. Moi et Philippe, on est là pour vous aider. Oui. Le fichier des ressources, là, est-ce qu'il va être juste attribué, mettons, au sous-projet, ou on peut utiliser, on peut faire une banque de données de ressources, puis qu'on peut utiliser à chaque fois qu'on fait un nouveau projet? Oui, tu peux faire ça. En effet. Ça évite de recommencer. Exact. Donc, prochaine chose à faire, on va maintenant créer le fichier global dans lequel on va insérer nos sous-projets. Donc, on va venir dans Project, File, New, Blank Project encore. On va choisir le même calendrier. Et celui-là, on va faire Save As à la même place sur mon bureau. Je vais l'appeler Projet ABC. C'est mon global, dans le fond, qui va contenir mes trois lots, le lot A, le lot B et le lot C. C'est fait? Vous êtes prêts? Non? Qui est pas prêt? Personne? Qui est prêt? OK. Vous écoutez, au moins c'est bon. Donc, pour insérer un nouveau projet dans Project, avez-vous une idée, ce serait quoi le bouton magique? Insert. Excellent. Où ça? Dans Project. C'est Project. Hey, c'est bon, hein? Donc, dans l'onglet Project, on a un beau bouton ici qui s'appelle Insert Sub-Project. Puis quand on clique dessus, ben, il nous permet de naviguer pour trouver un fichier MS Project. Je pourrais en insérer plusieurs à la fois, mais on va faire des méthodes différentes. Je vais en faire un à la fois. Le fameux lien que je vous parlais, c'est ici. Donc, si je décoche ça, ça va faire une copie, puis ça va être une vue statique. Si je le laisse cocher, il va y avoir un lien entre les deux fichiers qui va être établi. Si je mets à jour un fichier d'un côté, ben, il va être reproduit de l'autre côté et vice-versa. Donc, nous, on va le laisser cocher. Mais si vous vouliez faire une vue statique, juste à décocher ça ici. Je peux aussi insérer, dans le fond, un fichier qui serait en lecture seule. Donc, supposons que je fais un portfolio de projets, puis je veux être capable d'aller voir les projets des autres personnes, mais je ne veux pas nécessairement les mettre à jour parce que c'est eux qui sont responsables de leurs fichiers. Mais je pourrais faire un Insert as Read-Only. À ce moment-là, dans mon portfolio, j'aurai les mises à jour qui se font, dans le fond, des projets vers mon portfolio, mais moi, je ne pourrais pas changer des choses dans les fichiers des chargés de projet.
Fait que les chargés de projet ne pourraient pas dire « Monsieur le bureau de projet, c'est votre faute, vous êtes venu jouer dans mon fichier. » Non, 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 j'étais en read-only. Fait que nous, on va laisser à insert normal, comme qui était là par défaut. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait dans Project? Qu'est-ce qui est différent? Il a appelé LOA, qui est dans le fond le nom de mon projet que j'ai mis. Si je fais la petite flèche qui est ici, j'ai mes activités à l'intérieur comme j'ai dans mon fichier LOA, justement. Puis par rapport à la ligne LOA, qu'est-ce qui est différent? Ah, à gauche, il y a des infos. Ça, à gauche, j'ai mon petit icône de fichier MS Project. Si j'ai mon curseur sur l'icône en question, ça me dit ce projet-là est inséré en read-write à partir de, avec le chemin d'accès de où est mon fichier dans Project. Si je veux insérer un deuxième fichier, je fais quoi? Je peux faire la même chose, là. Regardez, mais faites pas comme moi, OK? Faites rien. Faites juste regarder, je vais faire une erreur, volontairement. C'est que si j'insère un sous-projet comme ça ici, j'insère le lot B à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a inséré le lot B, mais il est où le lot B, là? Je l'ai mis à l'intérieur du lot A. Au lieu de le mettre au même niveau que le lot B, il l'a mis à l'intérieur du lot A. La preuve, si je viens voir dans mon fichier lot A qui est ici, j'ai les deux, là, comme le B a été inséré à l'intérieur. Nous, on... J'étais ici, puis j'ai inséré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Project, quand j'insère quelque chose, une tâche ou un lot, vous ne l'avez peut-être pas expérimenté encore, mais il le fait toujours au même niveau que la tâche d'au-dessus. Donc, présentement, ici, j'avais l'activité A3 qui était au-dessus. Quand j'ai fait insérer, il l'a mis au même niveau ici. Même façon, si je fais insert ici, il l'a rajouté jusqu'à rien d'écrit dessus. Là. Vous avez vu ici, j'ai inséré une tâche. Si j'écris quelque chose, il est au même niveau que B3. Versus, si je fais CTRL-Z, si je ferme le lot B et que j'insère ici, là, je suis au même niveau que lot B, à l'intérieur du projet A. Si j'insère ma colonne WBS, là, qui m'aide à comprendre un peu où ce que je suis, bien, je vois qu'ici, wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre un peu, là. Pourquoi j'ai pas des 1.1.6 à l'intérieur de ça? Parce que je suis un professeur incompétent qui ne sait pas ce que je dis ou pensez que c'était voulu? L'évaluation est déjà faite, fait qu'on peut... Ah ouais, là, vous pouvez dire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tout à coup, je repars à 1, 2, 3 au lieu de partir et de continuer à 5.1? C'est un projet en soi. C'est ça, c'est un projet à l'intérieur d'un projet. Quand je vais voir le lot B, par exemple, puis j'insère ici la colonne WBS, WBS. Donc, dans le lot B, cette tâche-là, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Puis là, si j'en mettais une ici, puis que je la tassais à droite, bien là, ça serait 3.1 qui fait partie de 3. Donc, si je vais dans mon projet ABC, celui-là, il n'a pas besoin de lui. Si je vais dans mon projet ABC, bien là, je vois justement que je suis à 3.1 à l'intérieur du projet B. Puis là, c'est pas ça que je voulais, fait que je vais faire une coupe de CTRL-Z. C'est correct, je pense. Donc, si je veux effacer un fichier, mais je peux simplement cliquer la ligne, faire supprimer. Ça dit tu vas enlever la tâche sommaire et tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est beau, c'est correct. Donc là, je viens d'éliminer le lot B de l'intérieur de mon lot A. Puis si je viens comme ça le fermer, comment on appelle ça? Pas indent, collapse en anglais, là, le rapetisser en bon québécois. Et que je l'insère ici, au même niveau que le lot B, le lot A. Là, à ce moment-là, j'ai les deux fichiers d'insérer au bon niveau à l'intérieur de mon projet ABC. Quoi d'autre vous remarquez qui est un peu bizarre? Là, on a parlé un peu des numéros de WBS. Projet 1, projet 2. Si je regarde ici, là,
Même principe, là, c'est bizarre, mais ID sont différents. Pourquoi? l'idée originale du projet. Même raison, dans le fond. J'ai comme la tâche 1 ici du projet ABC. Puis ici, ben, c'est la tâche 1 du projet lot A. Puis celle-là, c'est la tâche 1 du projet lot B. Quand je suis en mode multiprojet, une colonne que j'aime bien utiliser parce que ça rend les choses moins compliquées, c'est la colonne Project. Donc, je peux faire ici un right-click, insérer la colonne. Je vais insérer Project. Puis là, je suis capable de mieux comprendre. OK, ça, c'est la tâche 1 du projet ABC. Ça, c'est les activités 1 à 4 du projet lot A. Ça, c'est les activités 1 à 3 du projet lot B. Donc, chaque projet a ses propres ID, son propre WBS, les activités à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai des affaires qui ont l'air de se répéter. Mais si je collapse tous les éléments, je rapetisse, là, je vois juste les activités qui sont dans le projet ABC, puis bon, ben, ça fait du sens. J'ai 0, 1 puis 2, par exemple. Fait que faites l'insertion des lots A et lots B. Insérez pas le lot C tout de suite. On va utiliser une autre méthode là, pour faire des liaisons. Insérez les deux projets à l'intérieur. Puis ensuite de ça, c'est déjà tout de suite. Bon, ça, c'est des trucs qu'on a déjà vus. Question? On peut aussi aller dans la vue Resource Sheet, voir un peu ce qui se passe. Je pensais on peut le faire plus tard. Fait que si je vais dans View, Resource Sheet, ben j'ai un peu le même principe ici là, qui se reproduit. J'ai 1, 2, 3, 4, puis après ça, j'ai 1, 2, 3. Comment ça se fait? Puis j'ai la même ressource R1 qui est là 2 fois. Pourquoi? Mais j'ai pas de pool de ressources présentement. Est-ce que le projet, il ne va pas se tromper pour le prédécesseur si on met le prédécesseur 1, combien de temps qu'on veut que ce soit le prédécesseur du projet 1? C'est une bonne question. On va le faire bientôt. J'y reviens. Fait que si dans la vue Resource Sheet, donc quand je suis dans une vue ressources, je peux utiliser aussi la colonne Project qui peut être très pratique. Donc si je fais Insert Column ici, Project, ben là je vois en effet que la ressource 1 à 4 ici font partie du projet lot A, puis ces 3 ressources-là sont dans le projet lot B. Fait que c'est 2 ressources différentes que j'ai dans 2 fichiers. On va commencer par travailler avec les liaisons, puis plus tard, là, on va venir regrouper ça dans un pool de ressources avec une même liste de ressources. Autre élément, donc, quand on veut faire des liaisons entre les projets, pour venir à ta question, donc si je veux faire un lien, par exemple, entre, qu'est-ce qu'on avait dans notre exercice? Donc, je vais sauter par l'inverse. Si on fait une liaison entre A4 et B1, donc A4 est prédécesseur, puis B1 est le successeur. Donc, pour le faire, je peux aller dans mon lot ABC. Comment on faisait avant pour faire des liens entre deux tâches? On peut cliquer sur la ligne du prédécesseur, cliquer sur la ligne du prédécesseur en mettant la touche CTRL enfoncée. Donc là, j'ai sélectionné A4 en premier, B1 en deuxième. Puis le plus simple dans ce temps-là, c'est d'utiliser les petites chaînes qui sont ici pour faire une liaison entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je remarque ici dans la colonne prédécesseur? Donc, le ID en question se retrouve au bout ici. Par contre, avant, il a mis le chemin d'accès complet pour se rendre au fichier. Donc, j'ai un lien de prédécesseur qui est sur la tâche 3 du fichier project qui s'appelle loa.mpp. Là, il m'a mis mon beau chemin d'accès là, pour me dire où est-ce qu'il est exactement. Fait que c'est beaucoup plus simple, dans le cas de lien entre les fichiers, d'utiliser le projet maître, puis d'utiliser le fameux contrôle, puis de faire la petite chaîne, que d'aller taper au complet le nom du prédécesseur qui est probablement pas super le fun, puis que le risque d'erreur de frappe est assez élevé. Donc ça, c'est intéressant. Ça reflète sur le projet l'OB aussi,
Très bonne question. C'est exactement là que je voulais qu'on s'en aille. Donc, super. Right on cue. Si je vais maintenant dans le projet LOA pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous remarquez de différent dans le projet LOA? Il y a du gris maintenant dans mon Gantt à droite. Il y a comme une nouvelle tâche ici qui s'est insérée. Si je mets ma souris dessus, qu'est-ce que ça me dit? External task. C'est une tâche externe, dans le fond, qui n'est pas dans ce projet-là, mais qui est à l'extérieur de ce projet-là. Dans la table à gauche aussi, ben, la ligne est en grise au lieu d'être en noir comme les autres. Donc, au niveau du formatage, c'est un petit peu différent. Comment je fais pour les voir dans Project aussi? Ben, la première façon, évidemment, c'est ce qu'on vient de voir là. Si je veux voir un peu plus d'informations, donc dans les options, File, Options, puis là, je ne me souviens jamais c'est dans lequel. Il y a une option qui dit Show External Task, qui doit être dans Advanced. Si vous la voyez avant moi, faites-moi signe. Ah, c'est là. Ah, merci. Donc, dans Advance, à peu près aux 2/3, on a un Cross-Project Linking. Comment est-ce qu'on veut que ça s'affiche? Est-ce qu'on veut montrer les External Successors et les External Predecessors? Oui ou non? Fait que si je décoche ici les deux options, à ce moment-là, il n'est plus montré dans le tableau. Par contre, qu'est-ce que vous remarquez au niveau des ID? Il manque un chiffre. Donc, même s'il n'est pas montré dans le plan de projet présentement, Project a quand même réservé une ligne pour cette valeur-là parce qu'il s'en sert en termes de liaison. Oui? La tâche qui est externe, on la voit là, dans le lot A parce qu'elle a un lien avec. Oui, exact. Fait que si je remets mes options, Advance, 2/3, clac. Et je la vois ici dans B1 parce que j'ai un lien avec, là, j'ai une petite liaison ici. Est-ce que je vois B2, B3, B4? Je ne vois pas parce que je n'ai pas de lien vers ces activités-là. Si je vais dans le projet LOB, j'ai l'autre pendant aussi. Sur mon activité B1, là, j'ai mon prédécesseur externe qui est là, sur l'activité A4, qui m'aide à comprendre, OK, pourquoi cette activité-là commence juste le jeudi de la deuxième semaine? Ben, c'est parce que j'ai un prédécesseur externe. Si je ne l'affiche pas, ben là, je ne comprends pas en regardant mon Gantt pourquoi est-ce qu'elle commence là. L'enregistrement de ça, là, si mettons, vous travaillez sur le B, moi je travaille sur le lot A, Ouais. les modifications, quand est-ce qu'elles se mettent à jour avec le vôtre? Si les fichiers sont ouverts, c'est live. OK, parfait. Fait que tu vois, si je viens, par exemple, tricher, puis je dis ici, ça va prendre 4 jours pour faire cette activité. Non, en fait, c'est pas celle-là, ça serait CTRL-Z. Je sais pas si d'ailleurs je peux faire ça ici. Non, tu vois, il ne me laisse pas modifier la durée de l'activité A4 parce qu'elle n'est pas dans ce fichier-là. Par contre, tu vois ici, là, ça commence le jeudi, la deuxième semaine. Si je vais dans l'OA, puis que je dis que ma durée est de 6 jours, par exemple, tu vois que ça l'a décalé ici, déjà ici. Puis quand je retourne dans mon lot B, ouais, déjà il est là, il est décalé. Et dès que le fichier est ouvert, il va mettre à jour les liaisons, puis il va aller voir dans les fichiers là, qu'est-ce qu'il y en a. Je vais juste faire un petit CTRL-Z, qu'on arrive à la même réponse. Autre façon de voir les liaisons externes, dans l'onglet Project, on a un beau bouton ici qui s'appelle Link Between Project. Si je clique dessus, donc onglet Project, Link Between Project, quand je clique sur le bouton, ça me fait apparaître la boîte avec les External Successors. Là, ça me dit justement, ben, ton ID, l'activité A4, est lié avec l'activité B1 avec tel type de liaison. Puis quand je vais voir les external prédécesseurs, ben, dans le cas du lot A, présentement, j'en ai pas. Mais si je vais dans mon lot B, même bouton, à ce moment-là, lui, il y a un prédécesseur externe, il n'y a pas de successeur externe. Si vous cliquez, comme là, je vois, il y a un bouton Accept, ça veut dire qu'on peut refuser des liens? Oui, on peut refuser des liens, on pourrait refuser des mises à jour. Ce qui peut se passer aussi, c'est que si je vais, puis une des choses qu'il faut faire attention, là, supposons que je ferme mon lot B, yes, je ferme mon lot A, yes.
Je vais laisser lui ouvert. Non, tiens, je vais le fermer juste pour être sûr. Tout fermer, tout sauvegarder. Si je viens ici changer mon lot B, puis je le renomme avec un nom différent, B bis, là, il va perdre, quand je vais ouvrir mon lot A, faites-le pas, là, il vient me dire en partant, là, tu as un lien, file not found. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es supposé avoir un prédécesseur externe, puis je ne le trouve pas. Fait que si jamais ça arrive, puis c'est une bonne raison, idéalement, on ne peut pas faire ça, là, mais je peux utiliser ici le browse pour aller retrouver mon fichier, dire que c'était celui-là que je voulais finalement. Et à ce moment-là, il va refaire la liaison et remettre les choses comme il faut. Ou, supposons que ce serait pas bon, mais je pourrais dire, OK, là, je sais plus il est où, je sais plus qui a fait quoi avec le lot B, mais c'est plus mon ami. Je pourrais faire carrément un delete link. Et à ce moment-là, je perds ma liaison entre les deux, tout vient de disparaître. Le bouton accepter, est-ce que si on ne clique pas dessus, il n'est pas accepté? Ben, par défaut, il va toujours être accepté. OK. Je me souviens même plus à quoi que ça sert maintenant. Faudrait que je fouille. Plutôt mystère. Ben, il doit servir à quelque chose, mais d'après moi, c'est que si je fais des modifications dans mon lot B, en fait, on pourrait l'essayer même. Là, je l'ai effacé. Mais d'après moi, c'est si tu fais des modifications dans ton lot B, quand tu réouvres ton lot A, il va te prompter puis il va dire OK, ben il y a eu des changements dans les prédécesseurs successeurs. Est-ce que tu veux les mettre à jour? Tu fais accepter, là, il va te déplacer les trucs. Puis sinon, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Je ne l'ai jamais utilisé. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait quoi? On le capote ou on l'essaye. Fait que si vous voulez vous amuser à l'essayer, je ne le ferai pas avec vous maintenant, là, mais on pourrait l'essayer comme ça. Je ne changerai pas les liens. Je vais juste renommer ici mon lot comme il faut, parce que sinon, ça va être bizarre. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est quelque chose que j'ai oublié. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça c'est beau. Ça on va le faire tantôt. Ça on va le faire. Fait que les privilèges d'utilisateur, dans le fond, supposons qu'on est plusieurs à travailler sur les mêmes fichiers. C'est le premier qui rouvre le fichier en lecture-écriture, c'est lui qui peut le modifier. Les autres personnes d'après, s'ils rouvrent le même fichier, ça va leur dire, il y a déjà quelqu'un dessus, veux-tu l'ouvrir en lecture seule, oui ou non? Si tu l'ouvres en lecture seule, il te fait un petit pop-up, veux-tu être notifié quand l'autre personne a terminé? Un peu comme pour la plupart des fichiers là, de la suite Office. Malgré que maintenant, là, on est capable de travailler 2 sur certains types de fichiers là, au niveau de Office, là, mais dans le vieux temps, c'était pas comme ça. Bon, ça c'est déjà dit, on l'a déjà dit, c'est capable d'aller. Donc, allez compléter si c'est pas déjà fait. Allez dans Project. Oups, c'est pas Excel que je veux, c'est Project. Ouvrez le fichier ABC. Là, moi, je vous l'ai fait, là. Ajoutez le lot A, le lot B. Faites la liaison entre l'activité A4 et B1. Puis une fois que ça c'est fait, mettez votre petit post-it vert là, pour me dire que c'est fait. Puis on va écouter un petit peu de blues. Alright! Est-ce que j'ai cru avoir une demande pour qu'on finisse plus tôt? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette idée-là? T'aurais dû le dire avant. Qui sont pour cette idée-là? Ouais. Toi, t'es contre cette idée-là? Pour? OK. Moi, je pense qu'on est capable de finir en 9h. C'est bon, ça? Prêt? Fait que là, ouais. En faisant ça, un rythme raisonnable quand même. Comment? 40 minutes, c'est facile. Je connais la matière par cœur. OK. Ce qu'on va faire, là, ce que je vous propose, je vais vous faire la démo de toutes les fonctionnalités qu'on a à voir dans le cours. On en a déjà vu pas mal. Après ça, on va repasser à travers les slides vite pour s'assurer que tout est là. Puis, si vous voulez rester faire l'exercice, il n'est pas si long que ça. Il va vous prendre peut-être 5 à 10 minutes. Si vous êtes vraiment écœuré, vous avez le goût de vous en aller, bien, vous irez le faire chez vous, puis vous n'aurez personne pour vous aider. Ça vous va? Alright, donc, on a fait les liaisons entre l'activité lot A et lot B.
on les a faites de façon à l'intérieur de notre fichier projet maître. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Puis on a déjà vu un peu là, tous les aspects visuels, les éléments dans les project links, fait que tout ça c'est déjà fait. Une autre façon de faire des liaisons, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un fichier temporaire. Je vais me créer un fichier project juste pour mettre un lien entre B et C. Puis après ça, je vais fermer ce fichier temporaire-là, mais je vais garder quand même mon lien entre B et C. Donc, si je n'ai pas de programme consolidé, que je vais rajouter des liens entre deux fichiers, mais qu'il n'y a pas de master plan, oui, monsieur? Quand tu as créé différents lots tantôt, Oui. tu ne considères pas chacun des lots comme un projet séparé? Oui. Et bien, comme, quand tu alimentes ton lien, mettons, avec des différentes tâches, si tu vas dans ton projet, tu vas voir les links between projects, ils devraient être là pareil. Oui, il va être là. Si j'entre dans le lot A, tu vas ici, là, dans Links Between Projects. Ouais. Dans le lot A, j'ai mon lien externe vers le B1. Je n'ai pas de prédécesseur parce que j'en ai pas. C'est correct, mais comme. Oui, je vois quel lien parce que je vois le nom du fichier dans le prédécesseur. Mais dans ces liens-là, il n'y a absolument rien qui apparaît. Ah, est-ce que tu es dans. Je vais juste fermer lui. Si tu ouvres le projet ABC, puis là, je vais aller voir les liens externes. Dans le projet ABC, je n'ai pas lié aucune tâche. Là. Le lien, il est entre l'OA et l'OB. Il n'est pas dans le fichier projet ABC. Le fichier projet ABC pourrait, lui aussi, avoir ses propres tâches. Ici. Puis lui pourrait avoir un lien avec un autre fichier externe. Puis là, j'aurais des liaisons pour mon projet ABC. Mais présentement, dans le projet ABC, il n'y a pas de lien externe vers des prédécesseurs ou successeurs. Il y a des sous-tâches, il y a des sous-projets, mais il n'y a pas de lien entre des activités du lot ABC. Donc, si je reviens à ma méthode, je n'ai rien sauvé parce que j'ai fait une niaiserie. Quand on sauve plusieurs fichiers aussi, il va nous demander, vu que j'ai un lien de read-write, est-ce que je veux aussi changer les modifications dans l'OA? Là, je peux dire non. Puis là, il m'aurait demandé l'OB puis l'OC, autant que j'en ai de modifier. Je peux faire yes to all si je veux tout changer ou no to all si je veux tout changer. Donc, si je veux faire ma liaison avec la méthode numéro 2, je vais ouvrir les deux projets l'OB et l'OC. Donc là, j'ai ouvert présentement l'OB et l'OC dans Project. Je vais dans View, New Window, ici. Puis là, je peux voir quels sont les fichiers Project qui sont présentement ouverts. Fait que je peux sélectionner mes deux fichiers, l'OB et l'OC. Ça dit quelle vue je veux utiliser. Je vais garder la GAN par défaut, mais j'aurais pu prendre d'autres choses si j'avais voulu. Puis là, il va me créer un Project 1, parce que là, j'avais tout fermé. C'est peut-être 3 ou 4 pour vous si vous en avez d'autres d'ouverts. Puis là, ça peut me permettre de faire ma liaison entre mes deux tâches. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est... Je ne sais plus c'est quoi par cœur, faut que je vais aller voir. Celle-là. Fait que c'est une liaison entre, par exemple, le B2 est prédécesseur de C3. Fait que B2 est prédécesseur de C3. Donc, si je viens dans Project, dans mon projet 1, B2 est prédécesseur de C3. Je sélectionne B2 en premier, contrôle enfoncé, C3 en deuxième. Je vais dans Task, je fais ma petite chaîne qui est ici. Puis je vois là, qu'il me rajoute justement mon beau chemin d'accès vers l'OB. Puis là, à ce moment-là, je peux fermer le projet 1 sans le sauvegarder. Puis j'ai quand même ma liaison ici avec B2 qui est restée dans mon projet l'OC. C'est une autre façon de faire des liaisons entre des différents fichiers. Si je ne veux pas avoir de consolidé que je sauvegarde, là, je peux ouvrir les deux et m'en servir comme ça. Si je veux me créer justement un portfolio de projets, bien, je pourrais soit insérer des sous-projets comme j'ai fait, ou, oui, là, je vais sauvegarder l'OB et l'OA pour maintenir mes liaisons, ou je pourrais aussi ouvrir mes 3 fichiers. Là, il est ouvert juste lui. 2, 3. Si j'ai déjà ouvert les fichiers, je pourrais me faire une nouvelle vue avec les 3 à l'intérieur. Puis ça pourrait devenir maintenant mon portfolio de projets que je veux suivre. Une autre façon, là, au lieu d'aller les insérer un à la fois, de faire ça. Ça va?
Pas besoin de rien. Je vais tout effacer. J'ai oublié quelque chose. Les liaisons, les trucs, ça c'est bon. Fait que je pense qu'en termes de liaison entre les projets, ça fait le tour de ce qu'on avait à voir. C'est bon, c'est bon. Donc, pour les liaisons, c'est pas plus sorcier que ça. Fait que là, maintenant, bon, on peut venir ajouter notre loc aussi de la même méthode qu'on a fait avant avec Project, Subproject. Sur mon bureau, je peux insérer mon loc. Puis à ce moment-là, ben, je vois toutes les liaisons à l'intérieur. Vous remarquez que quand le fichier avec les external tasks est déjà ouvert, comme c'est le cas ici, j'ai mon lot A et mon lot B d'ouvert. Donc, je n'ai pas d'activité grise dans le fond qui représente la tâche B1 ici parce qu'elle est déjà là. Par contre, au niveau des ID, je vois ici que ma fameuse tâche 4, qui est ma tâche externe, est dans le lot A. C'est comme si j'en sautais un. Parce que si j'ouvre mon lot A, là, j'ai ma tâche 4 qui est ici, B1, qui est externe dans mon fichier lot A. Mais dans mon projet ABC, comme il est déjà ici, il ne va pas l'afficher. Par contre, le ID est toujours présent. Ça va? J'ai oublié quelque chose. En termes de liaison entre les fichiers, je pense qu'on a tout couvert. On reverra les. En fait, on peut le faire tout de suite. On va aller voir les acétates. Puis après ça, on fera les. On regardera les pools de ressources. Fait que là, pour l'instant, on a fait le master file, ici, avec les 3 fichiers à l'intérieur. On n'a pas encore fait là, ce petit bout-là de ressources. Puis je vous ai montré comment créer le consolidated file. Ça, on l'a fait, ça, on l'a fait. Fait que les fameux ID qui sont différents, on les a vus aussi, qui recommencent. Fait que ça, c'est déjà couvert. Même chose au niveau des ressources. On a les mêmes ressources 2 fois avec des ID ou des numéros différents. Ou les mêmes, en fait. L'autre approche pour créer, c'est celle que je viens juste de vous montrer. Ouvrir les plans consolidés dans View, le groupe Window, New Window. Puis là, en faisant un contrôle, on peut sélectionner les éléments pour faire OK. Donc, c'est ce qu'on vient juste de faire. Petite note sur les calendriers. Chaque sous-projet a son propre calendrier. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand on a créé le lot A, le lot B, le lot C, on est allé utiliser le même calendrier pour s'assurer qu'on a une uniformité à travers les différents sous-projets. Si j'avais un gros programme, puis j'ai un bout de mon programme qui se fait au Canada, puis un autre bout qui se fait en Argentine, ou peu importe où, c'est peut-être même fuseau horaire, là, mais peu importe où, je pourrais avoir des calendriers différents pour chacun de mes sous-projets. Fait que le volet qui se fait au Canada, ben, j'aurais mon calendrier de Canada, puis mon bout qui se fait en Europe, par exemple, je pourrais avoir un calendrier européen, puis associer des congés fériés différents, puis des horaires différents. Fait que chaque fichier a son propre calendrier. Par contre, petite bémol là-dessus, on se souvient que le calendrier qui prime, c'est le calendrier de la ressource. Donc, quand on crée un pool de ressources, chaque ressource a son calendrier de base puis son calendrier personnel. Puis quand je fais des assignations, c'est lui qui va gagner en premier. La ressource va travailler selon son calendrier à elle. Mais ça, on va y revenir bientôt. Ça, c'est beau. Le privilège, on en a parlé. Donc, le premier qui rouvre le fichier, c'est lui qui a la main mise dessus. Les autres d'après peuvent l'avoir en read-only. Puis, si jamais vous travaillez en équipe un peu, vous allez voir un peu comment ça marche. Puis, comme je disais aussi, idéalement, on met tous les fichiers dans le même répertoire. Une fois qu'on a fait des liaisons, on ne veut pas renommer nos fichiers MS Project. C'est important aussi, justement, si vous faites des copies ou vous voulez sortir avec vos fichiers du bureau, par exemple, ce qui est sur un file server, faites attention à ça. Utilisez les links, les liaisons que j'ai mis pour aller retrouver votre fichier. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Fait qu'on appelle ça, dans le fond, les ghost tasks, là, les tâches externes qu'on a vues en grise. C'est comme des fantômes, parce qu'ils sont gris, donc les ghost tasks dans Project, ou les external predecessor, external successor. Pour supprimer le lien, bien ça je vous l'avais montré aussi dans Link Between Project, Delete Link est ici, ou encore si jamais il est brisé, on peut faire un browse pour aller trouver le bon fichier à la bonne place. Ça, on l'a vu.
l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a... Là, je ne les finirai pas tous, là, mais dans l'exercice que vous allez faire à la fin du cours, vous pourrez aller créer ceux qui sont en jaune, c'est les liens qui manquent, pour ajouter toutes les liaisons pour être capable. Normalement, votre projet ABC consolidé devrait avoir la même durée que le projet simplifié 1, 2, 3 qu'on a parti du début. Si vous avez la même date de début, évidemment, et le même calendrier. Donc, partie qui nous reste, le partage des ressources. Fait que là, on a vu comment lier des fichiers entre eux autres. Maintenant, au niveau du pool de ressources, comment ça fonctionne. Je vais faire la même chose. Je vais le faire dans Project, vous faire une petite démo, puis après ça, on ira voir au niveau des acétates là, qu'on a bien tout couvert. Fait que donc, présentement, j'ai copié-collé les tâches de chaque lot dans un fichier séparé, puis en faisant ça, il a copié aussi les assignations. Fait que si je vais ouvrir mon lot A, par exemple, puis que je vais ici dans View Resource Sheet, je vois que j'ai les ressources qui font partie du lot A. Dans ce cas-ci, j'avais les 4 ressources. Dans un des lots, je pense que c'est le B, j'utilisais pas les 3 ressources ici. J'utilise 1, 2 et 3. Fait que si je vais dans Resource Sheet, j'ai juste 3 ressources parce que la 4e, je m'en sers pas, fait qu'elle n'est pas là. Et si je vais dans mon projet ABC et que je vais voir le Resource Sheet, bien justement, avec la colonne Project, ça me permet de voir que j'ai les ressources dans chacun des plans de projet, puis je n'utilise pas vraiment un pool de ressources commun. Fait que comment on fait pour faire un pool de ressources? Je vais me créer un nouveau fichier Project, puis je vais utiliser le calendrier LGP toujours. Dans celui-là, je n'utiliserai pas du tout le Gantt. Je vais juste me servir du Resource Sheet pour mettre les informations sur les ressources. Je vais aller le sauvegarder à la même place que les autres. Et je vais l'appeler ressources. Donc pour l'instant, j'ai un fichier Project. Il y a un calendrier de sélectionné. Il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de ressources. Fait que quand je veux lier, par exemple, je vais partir avec mon lot A. Si je veux lier mes ressources avec mon pool de ressources, je vais aller dans l'onglet ressources ici. Je vais utiliser quoi, vous pensez? Resource Pool. Donc ici, puis là, vous allez voir, les autres boutons vont devenir disponibles après. Donc je vais utiliser Share Resources. Fait que, présentement, j'utilise mes propres ressources, comme ce qu'on a fait depuis le début de la session. Là, maintenant, je vais utiliser les ressources d'un autre fichier. La liste des fichiers qu'il me propose comme étant des pools de ressources potentielles, c'est des fichiers que j'ai déjà d'ouvert sur mon ordinateur. Donc, si je voulais binder mon fichier avec le pool, il faudrait que j'ouvre le pool de ressources en premier. Puis après ça, je vais dans mon lot A, puis je vais faire la liaison entre les deux. Donc, il est super fin. Il m'avait déjà sélectionné ressources. Il y a une petite option supplémentaire, c'est au moment où je fais la liaison, s'il y a des différences, qui est-ce qui gagne? Est-ce que c'est le pool de ressources ou est-ce que c'est le fichier de partage que je suis en train d'utiliser présentement? Dans 99% du temps, je vous dirais que ce que vous voulez qui gagne, c'est le pool des ressources. Parce que, un peu comme suggérait Jean tantôt, au lieu d'aller créer mes ressources dans mon projet en partant, idéalement, ce que je vais faire, c'est dès que je crée mon nouveau projet, je vais aller le lier, le binder avec mon pool de ressources. Comme ça, je ne serai pas obligé de créer mes ressources. Je vais déjà avoir la liste de toutes les ressources standards de mon organisation. Je vais pouvoir, à ce moment-là, juste les assigner. Je n'aurai pas besoin de les configurer. Je vais déjà avoir toute faite la configuration dans mon pool de ressources. Si je le fais plus tard, comme c'est le cas présentement, bien là, c'est là que je décide qui gagne. Oui, Caroline? Tu donnes un exemple de quand que tu voulais qui gagne, par exemple? Bien, supposons que j'ai mis à jour des ressources ici, puis que là, cette information-là est plus à jour que celle qui est dans le pool. Peut-être que je voudrais que l'information locale gagne. La plupart du temps, comme j'ai dit, on va vouloir que le pool gagne parce que c'est là qu'on va avoir configuré vraiment nos ressources. Le match entre le pool et le fichier, il se fait sur quoi, vous pensez? Comment je fais pour savoir que ma ressource ABC de mon pool, c'est la même que ma ressource ABC de mon fichier project pour écraser si jamais j'ai des doublons?
resource name. Fait qu'il faut que ça soit exactement le même resource name pour qu'il puisse faire un match puis dire OK, Frédéric, dans mon pool de ressources, c'est le même Frédéric que j'ai dans mon fichier LOA. Fait que supposons, puis tu sais, quand on a fait le cours 4, on disait que la façon de nommer les ressources était super important, mais entre autres pour ça. Ça veut dire que si dans mon LOA, j'ai appelé F Gagné, Frédéric Gagné, comme étant le nom de ma ressource, dans mon lot B, je l'ai appelé Fred, parce que je suis cool, puis je fais du web, puis dans mon lot C, je l'ai appelé Frédéric Gagné au long. Bien, quand je match les ressources avec mon pool, je vais avoir 3 ressources différentes. Pour lui, il ne sera pas capable de faire des liens entre les différentes ressources. Fait que je vais avoir un F Gagné, un Fred, puis un Frédéric Gagné. Puis pour lui, ça va être 3 ressources différentes. Donc, quand on parlait de nommer les ressources de façon consistante, puis pareil partout, c'est pour ça. Puis même chose au niveau des noms, même s'il y a juste un point ou une virgule de différent, pour lui, c'est 2 ressources différentes. Fait que si j'ai Fred puis Frédéric, ou Frédéric avec un C, Frédéric avec un K, je ne sais pas s'il est sensible aux accents. Là. Si j'ai Frédéric puis Frédéric, je ne sais pas s'il va faire le match, mais d'après moi, il va considérer que c'est des ressources différentes. Mais tu n'as pas besoin d'écrire le nom dans ton projet actuel, tu vas juste le sélectionner dans le pool. Oui, normalement, quand tu commences, si tu le sélectionnes dans le pool en partant, tu n'auras pas ce problème-là. Mais souvent, pas souvent, ce qui peut se passer des fois, c'est que les seuls projets que je vais lier à mon pool de ressources, c'est mes projets approuvés et actifs. Donc, je pourrais, mettons que je suis une compagnie de site web, comme j'étais il y a plusieurs années, je fais des propositions, moi, à 8 clients différents. Là. Puis ils vont peut-être pas tous dire oui. Fait que ça se peut que j'aie un fichier project pour proposer un site web à la compagnie A, B, C, D, E, etc. Puis tant qu'ils ne me signent pas un contrat et qu'ils ne disent pas go, je n'irai pas le lier à mon pool de ressources. Fait qu'à ce moment-là, j'aurais créé des ressources temporaires peut-être dans mon fichier. Puis quand il dit go, là, je vais aller les binder avec mon pool de ressources. Fait que là, à ce moment-là, j'ai ce problème-là ou ce risque-là. Oui. Supposons que je lis un pool de ressources, je reviens, je fais Use Own Resources, boum, il est débindé, puis c'est fini. Fait que là, quand je le mets avec le pool, qu'est-ce qui se passe? Je fais OK. Ce qui s'est passé? Il a paniqué. Il a paniqué? Non, il est super calme, Project. Il est des 0 puis des 1, puis il n'y a pas de sentiment, puis rien. Fait que, dans les faits, je regarde ma table, il n'y a pas l'air d'avoir rien qui s'est passé, right? Si je reviens en arrière, comme j'étais, je vais juste insérer la colonne Project. Là, présentement, mes ressources 1, 2, 3, 4 sont dans mon lot A. Je fais ma liaison avec le pool de ressources. Là, maintenant, mes ressources, c'est les mêmes noms, mais ils font partie de mon pool de ressources. Ce n'est plus des ressources du lot A, c'est des ressources du pool de ressources. Si je vais voir dans mon pool de ressources, mes 4 nouvelles ressources sont apparues, R1, R2, R3, R4, et ils n'étaient pas là avant, puis là maintenant sont là. Puis si j'insère encore une fois la colonne Project, eux, ils font partie du ressource parce que c'est lui qui est le pool de ressources. Fait que supposons que je veux mettre les vrais taux. En fait, tiens, je vais être paresseux, je vais aller les copier de ce projet-là. Paresseux efficace, là, choisissez le terme que vous voulez. Fait que si je dis initial, capacité, taux d'heures supplémentaires, initial, wouhou! Fait que là, maintenant, je suis venu configurer correctement mes ressources dans mon pool de ressources pour dire que R1, dans le fond, elle vaut 20 et non 999 qui était la valeur par défaut qui était mise tantôt. Je vais faire un petit save. Là, dès que je fais le changement dans mon pool de ressources, si le projet LOA est ouvert, il va se mettre à jour tout de suite. Si je vais voir les coûts au niveau de mon LOA, vous voyez ici, ils ont été mis à jour. Puis quand je retourne dans mon Gantt, si j'insère la colonne Cost, je vois maintenant que les coûts sont pris en charge en fonction de mon pool de ressources que j'ai configuré tantôt. Si je ferme tout, juste pour vous montrer d'autres petits trucs,
Oh, on s'en fout. À partir de maintenant, mon lot A, il est lié à mon pool de ressources. Fait que quand j'ouvre mon lot A, maintenant, il me fait un nouveau message. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un message? Deux choses. Je panique, puis je clique sans regarder, c'est ça? Non, c'est pas ça. On relaxe, puis on lit. Donc, ce qu'il me dit, c'est il y a des ressources partagées avec un resource pool. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouvrir le pool de ressources ou ne pas l'ouvrir? Donc, supposons que je voulais être déconnecté de mon pool pour faire des mises à jour. Je pourrais dire que je ne l'ouvre pas. Puis à ce moment-là, je vais être comme être en mode ressources locales. Puis la prochaine fois que je le rouvre, ben là, si je décide de me connecter, il va aller faire les mises à jour. Fait que si je ne veux pas être branché live sur le pool, je pourrais utiliser la deuxième option. Mais généralement, on va utiliser la première. Puis à ce moment-là, vous allez voir, Project, il me rouvre mon lot A et il me rouvre mon pool de ressources en mode lecture seul. Comme ça, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent aller modifier les données sur le pool de ressources, ils peuvent le faire. Fait que si je ferme tout, quand j'ouvre mon pool de ressources aussi, quelque chose d'intéressant qui se passe. Encore une fois, ça erreur. Donc, quand je rouvre mon pool de ressources, j'ai trois options cette fois-ci. La première, c'est de l'ouvrir en read-only, juste pour aller voir ce qui se passe puis mettre à jour mon information. Je peux ouvrir le pool en mode read-write pour être capable d'aller modifier justement mes coûts des ressources, mes calendriers ou peu importe quoi. Je pourrais à ce moment-là modifier mes configurations de ressources. Ou ouvre le pool de ressources et tous les fichiers qui sont liés à ces ressources-là. Pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Parce que ça va mettre à jour mes données d'assignation. Tant que je ne rouvre pas les autres fichiers de ressources, supposons que dans le plan A, tantôt, j'étais venu cocher là, ne pas ouvrir le pool de ressources. J'ai fait des modifs, j'ai rajouté des heures à ma ressource 1. Mais tant que je ne rouvre pas les deux en même temps, ils ne vont pas se mettre à jour. Fait que supposons que je choisis la troisième option. Là, ça va être le gros party. Il part, puis il rouvre tous mes fichiers liés ici, puis il est allé faire les mises à jour sur les autres fichiers aussi en même temps. Fait qu'à ce moment-là, j'ai toute l'information que j'ai besoin d'avoir. Si je reviens dans mon projet ABC, donc, encore une fois, il me fait le pop-up qu'il y a quelque chose qui est connecté au pool de ressources. Vous voyez ici, les ressources R1, R2, R4 ils viennent du lot A et du lot B. Mais là, quand je dis ouvre le pool de ressources puis met à jour, il va mettre à jour l'information. Qu'est-ce qui est différent? Ça, mes ressources du lot A ils ont disparu. Puis maintenant, j'ai mes ressources de mon pool de ressources. Puis il est venu mettre à jour l'information que j'avais mis à jour dans mon pool avec ça. Par contre, j'ai encore mes ressources de mon lot B et de mon lot C. Fait que si je veux faire ma liaison, ben, il faut que je rouvre mon lot C ou B, par exemple. Il est dans l'ordre. Fait que là, j'ai 1, 2, 3. J'ai des taux à 999. Je vais dans ressources, lier mes ressources. J'utilise le pool. Je pourrais prendre d'autres choses, mais je vais prendre mon pool de ressources. Puis là, à ce moment-là, ça devient important. Si je dis que le pool gagne, il va venir écraser ces valeurs-là avec les valeurs du pool. Si je dis que le sharer gagne, ben les taux que je viens de rentrer à 50, 30 puis whatever, il va venir les écraser avec ce qui est là présent. Donc c'est pour ça que souvent, je vous dis généralement, on va configurer le pool puis c'est le pool qu'on va vouloir qu'il gagne. Fait que quand je fais OK, il est venu ajouter les ressources qui sont dans le pool. Puis si j'insère encore une fois ma colonne Project, maintenant, j'ai les ressources qui viennent du pool. Mes ressources R1, R2, R3, bien, il a fait un match avec mon pool de ressources. Et il a rajouté même la ressource R4 que je ne me sers pas dans ce projet-là, mais j'ai maintenant accès, entre guillemets, à cette ressource-là pour l'assigner à d'autres activités parce qu'il fait partie des ressources du pool. Oui? Si on veut voir, en analyse des ressources, là, la charge de travail de chacune des ressources, on peut le voir sur le chiffre des ressources, alors il faut y aller directement sur le global. Bonne question, on va regarder. Donc, si je veux voir la charge de la ressource 1, par exemple, là, je suis dans le lot B. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller, évidemment, comme je faisais avant, View, Resource Usage. Puis quand je regarde maintenant les activités pour la ressource R1, même si je suis dans le lot B, je vois l'information qui est affectée à l'activité A1 et B3. Fait qu'il y a deux ressources différentes. Encore une fois, quand je suis en mode multiprojet,
La colonne Project est pas mal intéressante. Là, je suis capable de voir que la ressource R1, elle vient du pool. Le lot A, il y a l'activité A1. Puis là, la ressource 1 est affectée là-dessus. Et l'activité B3 vient du lot B. Petite chose, anecdote intéressante là-dessus. Si je me suis créé un gabarit de projet, puis j'ai des tâches qui s'appellent, par exemple, analyse, j'en ai qui s'appellent développement, j'en ai qui s'appellent, whatever, test, puis que sur la phase d'analyse, la tâche d'analyse, j'assigne toujours l'analyste. Mais quand je regarde ici mon resource usage, je vais avoir Jonathan l'analyste. Puis ici, il va y avoir une activité qui va s'appeler analyse. La deuxième va s'appeler analyse. La troisième va s'appeler analyse. La quatrième va s'appeler analyse. Donc, ça devient un peu mêlant. En ayant le projet à gauche, ben là, ça fait un peu plus de sens de dire, OK, là, c'est l'analyse de quel projet qu'on parle en ce moment. Puis quand je suis en mode multiprojet, la colonne Project, pas mal automatique. Moi, je vais l'ajouter tout le temps parce que sinon, ça devient très mêlant. Oui, Bruno? Oui, on peut se faire aussi comme, disons qu'on a beaucoup de matériel, on peut se faire fichier aussi ressources matérielles. Oui. Et pour différencier. Tu pourrais, mais fais attention parce que tu peux lier ton projet juste à un pool de ressources. Fait que si j'ai dans un projet, je voudrais utiliser des ressources de type matériel et des ressources de type work, je ne pourrais pas aller piger dans deux pools de ressources. Il faut vraiment que j'aille piger dans un pool de ressources. Fait qu'à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, c'est ça. Si j'avais des équipes séparées, puis que jamais des ressources d'une équipe qui travaille sur les projets d'une autre équipe en même temps, bien là, je pourrais me faire l'équipe A, puis là, mettre les projets de l'équipe A branchés sur ce pool-là, puis là, l'équipe B avec juste les éléments. Mais dès que j'ai besoin de quelqu'un d'une autre équipe, il faudrait que je la copie localement, ou que ça ne marche pas. Et tu sais, oui, vas-y, Jean-Michel. Pour de ressources, tu peux mettre un mix de work et de... Oui, tu peux mettre tous les types de ressources que tu veux. Oui. Une question, par exemple, le pool de ressources, si on a 250 personnes, admettons, Oui. que dans l'OB, ils nous les apportent toutes, mais qu'on s'en sert de 3. Ça devient très le fun. C'est là, justement, que l'option... je vais faire yes. OK, toi. Ah, bon. Je l'ai fait vite, là. On va le revoir de toute façon. C'est là que l'option, justement, Do not open other file devient intéressante. Parce qu'en fait, je ne ferai pas celui-là. Je vais ouvrir le lot B. Donc, là, maintenant, j'avais lié les 4 ressources. Quand je fais Do not open other files, les seules ressources qui me gardent ici, c'est les ressources que j'utilise. Donc, j'utilise juste les ressources de 1, 2, 3. La 4 n'est plus là. Même si dans les faits, dans le pool de ressources, je l'ai, quand je le rouvre sans le connecter, bien, au lieu de voir les 350 ressources, je vois juste ceux qui sont pertinentes pour mon projet. Fait que des fois, comme chargé de projet, je peux m'amuser ou jouer avec le fait de je l'ouvre avec tout le pool pour mettre à jour mes infos. Puis là, je veux travailler vraiment sur mon projet. Je l'ouvre sans me connecter, juste pour enlever du bruit. Là. Puis là, ça me permet de voir la surutilisation sur mon projet à moi, sans le bruit des autres. Puis là, après ça, ben, je peux le refermer, le réouvrir. Puis là, cette fois-ci, le connecter avec le pool. Puis là, ben, les autres activités apparaissent. Puis je suis capable de voir s'il y a de la surutilisation sur d'autres activités aussi. C'est bon. Avez-vous d'autres questions? Il y en a plein des super bonnes questions là-dedans. Puis je suis pas obligé de parler. Je viens qu'à répondre à des questions. Fait que si je fais le troisième aussi, fait que là en ce moment, si je réouvre. Ça veut-tu te montrer la surutilisation sur tes projets? Mettons que tes ressources, si c'est surutilisé, comment tu verrais? Tu verrais-tu dans ton gros ou dans tes petits? Ou les deux? Les deux. À partir du moment où je lis mon projet au pool de ressources, toutes les vues dans le project qui sont orientées ressources, ils montrent les vues du resource pool. Fait que quand je regarde justement le resource usage, on l'a vu tantôt, j'ai beau être juste dans le lot B, il me montre toutes les activités de tous les projets sur lesquels la ressource travaille. Fait que si je trouve que c'est trop de bruit, je peux soit utiliser le filtre pour justement filtrer seulement les activités. Ouais, je suis correct. Les dans le lit, j'en ai pas besoin. L'OC, je vais venir faire la même. Fait en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le lot ABC, oui, ouvre les pools,
Là, maintenant, ils viennent d'effacer les ressources du lot C. Par contre, j'ai encore du lot B, mais j'ai encore les ressources du lot C. Et là, si je viens faire ma liaison sur mon lot C, Resource, Assign, Share, le pool de ressources, on va laisser que le pool gagne. Petite parenthèse, là, évidemment, si je vais dans View, Resource Sheet, supposons que j'avais mal nommé celle-là, puis je l'avais appelée 4B, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va ajouter la ressource qui manque dans le pool de ressources. Là, je ne le ferai pas, parce que c'est pas ça que je veux faire. Fait il va prendre toutes les ressources qu'il trouve ici, puis qui matchent, il va les matcher avec le pool, puis toutes les ressources pour lesquelles il n'est pas capable de trouver de match dans le pool de ressources, il va les ajouter au pool de ressources. Donc, mon fameux Frédéric Fred F gagné, si je l'ai mal tapé avant de faire la liaison, ben là, il va créer plein de doublons, peut-être d'un seul Frédéric, mais avec plusieurs personnalités. Fait encore une fois, Project, je suis dans le lot C, je fais Resource, Share. Allez, il me reste 8 minutes là, pour atteindre mon objectif. C'est stressant tout ça. Fait que tu vois, à partir du moment où je l'ai lié au pool, tout à coup, il est devenu rouge. Parce que là, maintenant que c'est la même ressource, est en surutilisation. Puis si je vais dans ma vue Resource Usage, je suis capable de voir justement qu'elle a des activités sur 3 projets différents. En même temps, sa capacité est plus petite que ça, est en surutilisation. Par contre, yes to all. Bon, on va le lire cette fois-ci. Fait que quand je ferme un projet, il me demande est-ce que je veux mettre à jour le pool de ressources pour refléter mes changements. Donc là, la ressource, c'est laquelle celle-là? La ressource R2 par exemple. Là, je viens de faire des modifications à ces assignations. Est-ce que je veux pousser ces changements-là dans le pool de ressources pour que quand j'ouvre le pool, je vois qu'il est occupé le mercredi ou pas? Fait que là, j'ai le choix de dire oui, oui à tout ou canceller. Fait que si je cancelle, je ne le ferai pas. Cancel the resource save operation, click cancel. On pourrait lire le message, mais ça vous dit ce que j'ai à dire. Fait que moi, je fais OK to all. Fait qu'il va aller pousser tous les changements que j'ai faits. Puis là, maintenant, quand je viens dans projet ABC, j'ai le même message, mes ressources séparées. Là, j'ai vraiment juste une série de ressources. Chose particulière par contre, je suis dans projet ABC. Le projet ABC, lui aussi, pour avoir ses propres ressources. Donc, si je retourne dans mon Gantt, là, on voit ici, si j'insère une activité ici, je vais l'insérer à l'intérieur du lot C. Mais si je ferme, puis je dis clôture du projet, qui fait partie du projet ABC et non du projet C. Puis si je viens ici lui insérer une ressource GP pour le gestionnaire de projet, elle n'existe pas. Elle n'est pas dans le pool. Veux-tu la créer? Tu fais oui. Puis là, à ce moment-là, quand je vais dans Review, Research Sheet, on voit qu'il a créé la ressource GP dans projet ABC. Parce que le lot A est lié au pool de ressources, le lot B est lié au pool de ressources, le lot C aussi est lié au pool de ressources, mais le projet ABC, lui, présentement, il a ses propres ressources. Donc, si je voulais qu'il utilise aussi le pool, il faudrait que je fasse la même chose ici. Il faudrait que j'aille faire Share Resources, puis que j'utilise le pool de ressources. À ce moment-là, ça serait la même chose qui serait utilisée. Donc là, il va ajouter mon GP dans le pool, puis les autres projets peuvent s'en servir aussi. Puis il y a des choses. Vous avez des questions? Quand tu fais sur Resource Pool, tu as plusieurs autres options. Tu as Refresh Resource Pool, Update, puis Enterprise Resource Pool. Oui, le refresh, c'est pour aller, tu sais, le fameux update là, qui fait quand je ferme mon projet. Ouais. Quand je clique sur refresh, il va le mettre à jour, il va aller pousser les infos. Puis le update, il va aller, en fait, refresh, il va aller les sortir, puis update, il va aller les pousser, je pense. Puis le Enterprise Resource Pool, ça c'est si on utilise Project Server. Fait que supposons qu'on a, je vous parlais du cas tantôt, si vous avez 250 ressources,
probablement qu'un fichier de pool avec tes ressources, c'est peut-être pas super optimal. Puis même chose au niveau du nombre de projets. Tu sais, dans la firme web où je fonctionnais avant, au début, on n'avait pas Project Server. On était rendu, je pense, à quelque chose comme 60 projets puis 60 ressources différentes dans notre pool. Puis là, il y avait juste une personne en compagnie qui avait le droit de toucher au Resource Pool, parce que sinon, il n'y avait pas tout le monde qui avait suivi mon merveilleux cours de MS Project, incluant moi à cette époque-là. Donc, il y a possibilité de briser les fichiers facilement. Donc, il faut faire attention. Fait que quand on a plus que, mettons, je vais dire ça au pif, 40-50 projets ou 40-50 ressources, ça peut valoir la peine de regarder des solutions comme Project Server, qui, au lieu que les fichiers soient sur un file server, un répertoire réseau que tout le monde accède dedans, par exemple, ils sont mis dans un serveur. Il y a des notions un peu de check-in, check-out comme project. Puis les ressources sont liées au pool de ressources de la compagnie, donc le Active Directory. Les gens peuvent même faire leur feuille de temps, mettre à jour leurs tâches, puis ça met à jour vos fichiers project automatiquement au lieu que vous soyez obligé de les faire. Il y a une couple de petites fonctionnalités comme ça intéressantes avec Project Server qui existent. Que si vous avez assez de projets pour que ça vaille la peine, ça peut valoir la peine de le regarder. Évidemment, il y a des frais associés à ça. Mais maintenant, avec Project Online, un peu comme tu peux avoir Office 365 Online, Microsoft y offre aussi là, une version Project Online où ton serveur, au lieu d'être hébergé chez vous, il est dans le cloud de Microsoft. On ne le voit pas dans le cours, là, puis j'ai pas vraiment beaucoup joué avec, là, mais si j'étais une petite PME et que je voulais avoir Project, c'est probablement ça que je ferais. On va aller vérifier, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des acétates. Il me reste 2 minutes. OK, on va clencher ça. Donc, le resource pool, blablabla, vous êtes capable de lire. La meilleure pratique, c'est d'avoir un pool de ressources dans lequel on n'a pas d'autres activités. Si les ressources que vous utilisez sont vraiment juste en lien avec votre programme, par exemple, à la limite, vous pourriez dire qu'au lieu d'avoir un pool séparé puis un projet ABC séparé, vous pourriez mettre les ressources dans le projet ABC puis linker vos lots A, lots B, lots C avec ça. C'est faisable. Mais généralement, si tu as un cas d'exception, c'est peut-être mieux d'avoir aucune tâche dans ton projet ABC, dans ton pool de ressources. Ça, c'est vu, c'est vu. Ça, c'est déjà vu aussi. Mettre à jour les assignations. L'autre avantage aussi, évidemment, c'est que quand on modifie l'horaire d'une ressource dans le pool, ben, ça se fait partout. Même chose au niveau des taux. T'sais, si j'ai la même ressource qui est dans 8 projets, mais quand on me dit « Ah, je vais partir en vacances 2 semaines, je m'en vais à Cuba, c'est en novembre, je suis déprimé ben, », tu as juste besoin d'aller dans le pool de ressources, tu mets sa belle semaine de vacances à Cuba ou au Mexique, puis à ce moment-là, dès que les gens ouvrent leur plan de projet, ils vont recevoir la mise à jour de vacances, ça va changer leur plan en conséquence, puis ils vont faire comme « Ah, comment ça se fait? » Puis là, ils vont se demander pourquoi. C'est un gros avantage, au lieu de le faire dans 8 fichiers puis de risquer d'en oublier, on le fait à une place puis c'est centralisé. Puis encore une fois, vous l'avez bien vu, là, pour analyser la surutilisation, bien là, on a une vue consolidée de toutes les assignations de la ressource, peu importe dans quel projet ça se trouve. Ça, c'est un gros avantage. Ça, on l'a déjà dit. Au niveau des coûts aussi, la même chose, là, la gestion des coûts et des assignations, on le fait à la même place. Puis on peut faire une analyse aussi centrale. Supposons que je veux analyser Jonathan, est-tu bien occupé ou pas, puis combien il coûte sur ses différents projets, puis est-ce qu'il dépasse ses estimations. Ben, j'ai à une seule place toutes les assignations de Jonathan. Personne n'a pas de Jonathan ici. Ça, c'est l'exercice qu'on a déjà fait. Hey, on a fini. 9h pile, hein? Qui c'est qui a livré la marchandise? C'est vous autres. Donc, grosso modo, si je fais un résumé, un fichier central qu'on peut lier avec des sous-fichiers. On peut avoir un programme avec des sous-fichiers à l'intérieur ou on peut avoir un portfolio avec plusieurs fichiers qui sont peut-être liés ensemble ou peut-être pas. On va vouloir utiliser un pool de ressources qui va partager toutes les ressources à l'intérieur, puis à ce moment-là, bien, ça nous fait différents fichiers. Et
chacun peut gérer son projet avec son fichier sans qu'il y ait l'autre chargé de projet qui doit se battre avec pour avoir le contrôle des éléments. Chose importante, ne pas renommer les fichiers puis ne pas les déplacer ensemble. Et les ghost tasks là, qu'on a vus, puis toutes ces affaires. Avez-vous des questions? Par curiosité, qui va rester faire le super exercice? Excellent. Une personne. C'est bon. Donc, vous n'avez pas besoin de ça pour faire votre... on n'a pas parlé du TP, hein? C'est un petit peu au prochain cours. C'est une bonne question. Non, on va le faire. Fait que votre TP5, c'est quoi? Ben, vous avez... Qui n'a pas lu l'énoncé? Hey! Menteur, je suis sûr que tu l'as lu. Donc, dans le TP5, ce que vous avez à faire, c'est un rapport d'avancement. Donc, vous devez remettre à votre client, qui est le conseil d'administration, un rapport d'avancement à une date donnée. Je pense que c'est la même que le TP4, qui était le 13 juillet 2018. Donc, vous pouvez partir du solutionnaire qui a été mis en ligne, qui était disponible lundi à 10h15. On vous demande dans votre rapport d'avancement certaines choses. Donc, on veut parler de valeur acquise, valeur planifiée et de coût réel. On veut vous donner les informations. On veut voir le graphique. Donc, on veut vous faire générer le Earned Value over time pour être capable pour montrer que vous êtes capable de le faire. Et plusieurs autres informations qui sont suggérées et fortement recommandées dans l'énoncé aussi. Donc, quelles sont les tâches complétées, les tâches à venir. Donc, ce livrable-là, il y a un peu deux aspects qu'on va couvrir. La partie Earned Value qu'on a vue au dernier cours et toute la partie communication qu'on a vue au cours 8. Utiliser les bonnes vues, utiliser les rapports, donc utiliser les données de project pour les montrer. Souvent, les gens posent la question, est-ce qu'on est obligé d'être tout en avant pour présenter? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé d'être tous en avant, mais moi, je vous le recommande fortement pour être en mesure de pratiquer à l'école pendant que c'est le temps et que ça ne compte pas beaucoup. Vous avez un livrable à remettre qui est votre fichier de rapport d'avancement. Ce que vous faites comme présentation, c'est ce que vous allez remettre aussi. Au niveau de comment ça va se passer, je vais avoir un beau petit chapeau. Je vais avoir le nom des... Je ne sais plus combien d'équipes vous êtes dedans. Premièrement, je vais demander s'il y a des volontaires. S'il y en a, ben, vous allez passer en premier. Vous allez avoir 15 points de plus à l'examen. Ouais, je ne peux pas faire ça malheureusement. S'il n'y en a pas, on va piger la première équipe. Elle vient en avant, elle présente. Vous avez exactement le même TP, mais vous allez voir, souvent, il y a des différences dans les présentations. Fait que, on va en faire 4. On n'en fera quand même pas tout le monde qui va avoir la chance de passer. Mais il y a 4 équipes qui vont présenter. Oui? Un nombre de diapos attendu? Vous avez à peu près 15 minutes pour présenter. En fait, pas à peu près. Vous avez 15 minutes maximum pour présenter. Donc, c'est à vous de voir, mais focussez beaucoup sur votre livrable, dans le fond. C'est pas tant la présentation que vous avez un rapport d'avancement à remettre. C'est pas tout le monde qui va présenter en avant. Fait que je ne pourrais pas juger les présentations de tout le monde. C'est plus le livrable qu'on va regarder là, en termes de correction. Question, oui, Caroline? Le livrable que tu parles, c'est en document MS Project quand même. Là. Non, c'est un PowerPoint ou un PDF ou peu importe le logiciel, un Word si vous voulez. Tu peux mettre un Word puis une présentation? Si vous voulez, vous pouvez. Moi, je vous recommande d'en faire juste un. Avant, ce qu'on faisait, c'est que le TP4, il y avait le volet Microsoft Project, puis un rapport plus Word. Puis au livrable 5, c'était vraiment juste le volet présentation. Il y avait un peu de redondance entre les deux. On les a mis ensemble. Si vous voulez en remettre 2, vous pouvez aussi. Un qui serait plus écrit, puis un qui serait plus présentation. Vous pouvez. L'autre remettrait les deux dans ton... Dans zone cours, vous pouvez remettre autant de fichiers que vous voulez. C'est quand qu'il faut le mettre? C'est à remettre lundi à 6h45 avant le début du cours. Pas lundi, mercredi, au prochain cours. Comme vous avez à le présenter mercredi, ben, vous ne pouvez évidemment pas le remettre après le cours, vous devez le remettre avant le cours. Il n'y a pas avant le début du cours, il faut que ce soit Oui, quand le cours commence à 6h45, zone cours, il est barré, puis vous êtes en retard à 46. Puis je pense que je vous laisse quand même jusqu'à 8 heures peut-être pour l'envoyer si vous êtes une couple de minutes en retard, là, mais vous allez perdre votre point de livrable. Question? Et si on est 4 équipes,
Je dis si on est juste quatre équipes la semaine prochaine. Ben, les autres, ils vont perdre leur point de présentation. Tout le monde est là. Bon, vous comptez le fait que voilà. Ben, s'ils sont pas là,